Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous Créatrix, la plateforme qui fait avancer le droit des créateurs, artistes et auteurs. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Alice Bayet et de Anastasia Martin. Avant tout ça, je voulais d'abord remercier tous les auditeurs qui ont participé en amont à nous envoyer les questions pour aujourd'hui, parce qu'on va parler de quelque chose qui est assez vaste et assez large. Les différents statuts juridiques pour les métiers de la création. Alors, je vais vous laisser vous présenter, chacune à votre tour. Qui veut commencer? Je commence. Donc, Alice Bayet, je suis avocate fiscaliste depuis de nombreuses années, presque 20 ans. Et j'interviens effectivement dans le cadre de la plateforme Créatrix sur tous les aspects liés au statut des artistes-auteurs, à leur fiscalité, aux sujets passionnants tels que la TVA, les BNC, ce genre de sujets que vous adorez tous. Voilà, et donc ça, c'est ma partie, vous rendre tout ça beaucoup plus attrayant sur la plateforme. Bravo. Donc, enchantée, Anastasia Martin, expert comptable au sein du cabinet Arcana Conseil. Également, j'assiste sur des problématiques comptables, essentiellement fiscales, par obligation et parfois un petit peu juridiques accessoirement. Pour accompagner les créateurs sur des questions de statut d'artiste-auteur et également au sens plus large des activités industrielles, commerciales ou non commerciales. Et donc, voilà. Ouais, bon, bienvenue à toi, parce que tu viens de rejoindre Créatrix. En tout cas, tiens, comment? Voilà. On va attaquer tout de suite. Alors, quels sont les principaux avantages et inconvénients des différents statuts pour les créateurs? Donc, peut-être juste en introduction, on va parler des créateurs qui sont potentiellement relèvent du régime des artistes-auteurs. On ne va pas du tout parler de tous ceux qui relèvent du régime des intermittents du spectacle, parce que c'est un régime différent, spécifique, sur lequel, dans le cadre de la plateforme, on aura d'autres types de contenus pour donner des éléments de réponse à tous ceux qui, via les questions qu'on a posées sur les réseaux sociaux, ont soulevé des questions en lien avec ce statut des intermittents du spectacle. Un autre point important peut-être à poser en préalable sur ce sujet des statuts des créateurs, c'est que quel que soit le moment auquel vous vous lancez dans une activité créatrice, on ne peut pas la faire sans aucun statut. Donc que ce soit au démarrage, en tant que demandeur d'emploi qui finalement décide de se reconvertir dans une activité créatrice, ou au moment de la retraite, on se dit tiens, je veux être actif à ma retraite et je veux avoir une activité artistique dans laquelle je vais créer et vendre mes œuvres. On ne peut pas réaliser ces activités-là sans se poser la question à un moment donné de son statut. Or, quand on parle de statut, en fait, on parle de plusieurs choses à la fois. Le statut, c'est quoi? C'est d'abord un statut juridique. Donc, juridiquement, on a différents statuts qu'on va aborder dans le cadre de cette première question avec Anastasia. Donc, soit je suis dans ce qu'on appelle une entreprise individuelle, qu'on peut aussi appeler micro-entreprise ou auto-entrepreneur quand on est une toute petite entreprise individuelle. Donc, ça, c'est un statut juridique. On peut aussi faire son activité avec d'autres, donc avoir envie, ou seul d'ailleurs, mais de le faire sous forme de société. Et donc là, il y a différentes formes de sociétés sur lesquelles Anastasia reviendra juste après, qui sont aussi des statuts juridiques dans lesquels on peut exercer son activité. Donc ça, c'est le premier point, c'est le statut juridique. Mais ce statut juridique, une fois qu'on l'a choisi, il va y avoir d'autres statuts qui vont en découler. Et les deux principaux statuts autres que le statut juridique, ça va être le statut social, donc le régime social dont je dépends, et principalement dans les activités artistiques qui en relèvent le fameux statut de l'artiste-auteur, ou alors pour les activités, on y reviendra beaucoup aujourd'hui, qui ne relèvent pas de ce statut-là, eh bien, éventuellement, le régime microsocial, qu'on va appeler généralement le statut auto-entrepreneur. Donc ça, c'est des statuts au point de vue de la sécurité sociale. Et enfin, on a un dernier statut qui va découler un peu de ces choix qu'on aura fait sur le statut juridique, qui va être le statut fiscal. Donc le statut fiscal, ça va être déjà qu'est-ce que je paye comme impôt sur les revenus que je vais percevoir. Donc est-ce que je suis dans les bénéfices non commerciaux, donc les fameux BNC, ou est-ce que mon activité finalement c'est plutôt de la vente et donc je suis dans le bénéfice industriel et commercial. Mais peut-être que si je suis en société, je ne vais pas vouloir être à l'impôt sur le revenu, je vais être plutôt à l'impôt sur les sociétés. Ça, on y reviendra.
Et puis après, il y a les autres impôts qui vont s'imposer, entre guillemets, à moi. Est-ce que je suis à la TVA ou pas? Donc, est-ce que mon activité est assujettie ou pas? Et si je suis assujettie, est-ce que je dois vraiment facturer de la TVA ou est-ce que je peux bénéficier d'un régime qu'on appelle notamment le régime de franchise TVA avec un régime spécifique pour les activités artistiques qui font que jusqu'à un certain seuil, je peux par exemple ne pas facturer de TVA. Donc tous ces statuts-là, en fait, on va choisir un statut juridique et puis derrière, il y a des choses qui vont soit s'imposer à nous, soit être des options qu'on devra prendre à un moment donné lorsqu'on va s'interroger sur son statut. Donc vraiment, le statut, c'est quelque chose qui va faire appel finalement à plusieurs domaines, le statut juridique, le statut social et le statut fiscal. Donc parmi les différents statuts qu'on peut rencontrer, on va avoir souvent en première intention, au début, quand on ne sait pas trop ce que ça va donner, qu'on débute, le premier statut qu'on va choisir souvent, ça va être l'entreprise individuelle. Donc, si on peut en micro-entreprise, mais on verra que ce n'est pas toujours possible, mais c'est vraiment le premier statut parce que c'est le plus simple, ça ne demande pas beaucoup de formalisme, on démarre un peu son activité en indépendant tout simplement. Donc, ce statut-là, en fait, c'est le statut qu'on va avoir si on relève de l'artiste-auteur au plan de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si mon activité artistique relève obligatoirement du statut social artiste-auteur, eh bien, juridiquement, cette activité-là, je vais l'exercer sous la forme d'une entreprise individuelle. Et fiscalement, l'impact, ce sera que je serai en bénéfices non commerciaux. Là, je ne vais pas avoir vraiment de marge de manœuvre pour choisir. Après, il y a d'autres activités que je peux réaliser, soit qu'elles soient accessoires ou en lien avec mon activité artistique, soit qu'elles n'ont aucun rapport avec mon activité artistique. Et là, je retrouve en fait une liberté de choix et je peux également choisir par commodité ce statut d'entreprise individuelle, éventuellement sous format de micro-entreprise ou auto-entrepreneur, qui a quand même une facilité aussi de gestion qui est plus importante, notamment pour la gestion des impôts, pour la gestion de tout ce qui est aspect sécurité sociale, puisque là, effectivement, j'ai un régime qui est relativement souple, avec des espèces de forfaits qui vont s'appliquer. Donc là, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment l'entreprise individuelle, c'est le premier stade, celui qui est le plus simple à mettre en place, mais c'est aussi celui qui peut être le moins protecteur dans un premier temps, notamment d'un point de vue protection du patrimoine. C'est quand même un statut qui expose plus la personne qui réalise l'activité sur son patrimoine personnel par rapport à d'autres statuts. Et puis, c'est un statut qui, à un moment donné, on va peut-être être amené à interroger. Alors, pas forcément sur l'activité artiste-auteur, mais sur les activités annexes, si elles devaient prendre plus d'importance à l'avenir, et où on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres statuts, à un moment donné, qui peuvent être plus intéressants parce que je vais dépasser des seuils de chiffre d'affaires, je vais avoir une activité qui se développe, je vais vouloir développer mon activité avec d'autres. Et là, ce statut-là, il ne sera plus du tout adapté. Donc, c'est vraiment un statut hyper simple au départ, mais qui n'est pas forcément adapté à une évolution future de son activité créatrice. Et c'est pour ça que on peut s'interroger sur d'autres statuts. Et là, je vais laisser la parole peut-être à Anastasia sur ces statuts-là. Exactement. Donc là, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise individuelle, on exerçait dans le cadre où c'est la personne physique, l'entrepreneur, qui exerçait son activité et qui avait toutes les responsabilités sur ses épaules. On peut également opter pour le côté société. Donc là, nous sommes dans un autre cadre juridique, à savoir qu'il y a la constitution d'une personne morale. Au sein de la personne morale, la personne physique, l'entrepreneur va exercer. On va avoir des règles du jeu qui vont être différentes. Déjà, on a un cadre juridique qui va être bien différent, bien distinct, dans le sens où on va avoir des statuts à rédiger. Donc, avec une rédaction différente en fonction si on est dans le cadre d'une SARL ou EURL, ou alors encore en face à la SAS ou la SASU. Mais voilà, de façon générale, sur ces deux types de sociétés, on a un cadre juridique. Du cadre juridique, va découler le cadre fiscal et social. Le cadre fiscal va être relativement commun en fonction de si on est dans une SARL, EURL ou SAS-SASU en face. C'est le côté social sur lequel il va y avoir le plus de différences. Et donc, sur le statut social, là, on va s'interroger, on va aller examiner la situation personnelle de l'entrepreneur, du créateur,
de façon plus précise pour déterminer quel est le cadre juridique qui va lui être le plus adapté. Si j'ai bien compris. D'un côté, auto-entrepreneur, entreprise individuelle. De l'autre, SARL, SASU et SAS sont des sociétés. Voilà, donc elles ont toutes les trois une fiscalité différente. La fiscalité n'est pas forcément... En fait, ce qui va vraiment différencier, si tu veux, les sociétés, que tu sois en SAS ou au SASU, parce que tu es une SAS unipersonnelle, ou en SARL, EURL unipersonnelle, la fiscalité, soit tu es généralement à l'impôt sur les sociétés, soit parce que tu as opté, soit parce que de facto, tu es à l'impôt sur les sociétés. La fiscalité ne va pas être très différente au niveau de la société elle-même. En revanche, ce qui va vraiment être différent, c'est le statut du dirigeant de cette société. Donc toi, quand tu crées ta société et que tu en deviens dirigeant, si tu as choisi une SARL ou EURL, tu es au plan social, tu relèves de ce qu'on appelle le régime des travailleurs non salariés, donc les TNS. Donc tu as l'URSSAF des travailleurs non salariés. En revanche, si tu as créé une SAS ou une SASU, tu es donc en tant que président, tu relèves du régime salarié, donc tu es assimilé salarié. Donc en termes de cotisation sociale, ça n'est absolument pas le même régime. Le régime assimilé salarié est beaucoup plus protecteur du président de la SAS. En revanche, il est également aussi beaucoup plus coûteux. Alors qu'en SARL, en fait, tu as le régime TNS qui est moins coûteux en cotisation, mais qui suppose derrière que tu ailles éventuellement par ta propre cotisation ou tes propres moyens constituer finalement une retraite complémentaire, une protection complémentaire. En fait, l'économie de cotisation que tu fais en régime TNS, tu vas forcément la compenser par quelque part une cagnotte entre guillemets privée en matière de protection sociale, de retraite, etc. Des contrats un peu sur mesure. Avec des contrats sur mesure. Tu peux plus l'adapter à ta situation propre, en fait. C'est ça vraiment la différence. Ça va être principalement le régime social de celui ou de celle qui assure, qui assure le rôle de direction de la société. Comment on les regroupe en on va dire les avantages et les inconvénients de chacune des formes. Voilà, en fait les avantages et inconvénients. Si tu regardes globalement entre l'entreprise individuelle et la forme de société, l'entreprise individuelle, son principal avantage, c'est la simplicité. C'est que pour le démarrage, quand tu veux quelque chose avec le moins de formalisme au départ, c'est la meilleure option. La société, c'est un peu plus cadré. Déjà, ça ne répondra pas à toutes tes activités, puisque tes activités qui relèvent de l'artiste-auteur, a priori, tu ne les fais pas en société. Mais ça peut aussi être un cadre pour des activités créatrices qui ont vocation aussi à faire appel à d'autres personnes. Donc, tu as besoin de collaboration. Là, la forme de société, ça peut être intéressant. Après, dans le choix entre une forme de société par rapport à une autre, il y a plein de paramètres, mais le principal paramètre, j'allais dire, différenciant entre la SARL et la SAS, ça va vraiment être le régime social du dirigeant. C'est vraiment la plus grosse différence que tu vas avoir, c'est sur l'aspect régime social. Le fiscal, c'est très anecdotique en fait. Il y a une question aussi de personnalité, dans un moindre degré de personnalité du dirigeant. Dans le sens où la SARL, le URL, peut paraître un petit peu moins protectrice, à moins forcément de prendre, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des contrats complémentaires. Mais à côté de ça, il permet de disposer d'une plus grande souplesse administrative. La SAS est beaucoup plus contraignante dans son formalisme. Alors, elle est beaucoup plus protectrice, mais à côté de ça, par exemple, pour se verser une rémunération, ça implique d'établir des bulletins de paye tous les mois, avec des déclarations, des cotisations sociales, qui sont beaucoup plus importantes. Mais surtout également des déclarations auprès des organismes sociaux de manière récurrente, et donc ça demande quand même un formalisme plus contraignant. A contrario, la SARL, on se verse une rémunération lorsque la trésorerie le permet, lorsqu'on a besoin, et on peut très bien moduler en fonction de la trésorerie de l'entreprise, de la société. Et ça, c'est sans formalisme, c'est juste un flux de trésorerie, juste un virement du compte pro vers le compte perso, et avec une déclaration annuelle en N+1. Et également une transmission auprès de l'URSSAF en N+1 également. Donc,
là, quelque part, on va également s'intéresser au caractère du dirigeant. Bon, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être un petit peu plus encadrées avec un formalisme bien particulier et d'autres qui peuvent s'adapter un petit peu plus, on va dire, à l'activité de la société et à la trésorerie qui en découle. Mais puis ça va aussi dépendre, je pense, des besoins de la personne. C'est-à-dire que il y a des personnes aussi au moment où tu vas créer ton activité et par rapport aussi à ta situation personnelle, notamment ta santé. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir préférer une SARL à un moment donné à une SAS. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y a pas le statut, il y a pas de statut idéal, parfait, qui convient à tout le monde. Tu as des avantages et des inconvénients dans chacun des statuts et qui vont être aussi fonction vraiment de tes besoins à un moment donné. Si tu n'as pas besoin d'une protection sociale importante, mais que c'est une activité que tu as envie de démarrer, par exemple, tu es déjà à la retraite, tu as déjà une vie professionnelle passée, tu peux te dire la SARL finalement répond bien à mes besoins, alors que quelqu'un qui a peut-être déjà des problèmes de santé, besoin d'avoir vraiment une protection sociale importante, peut se dire moi plutôt la SAS parce que ça va m'apporter ce confort-là. Donc voilà, vraiment, et ça c'est un message vraiment important à faire passer, c'est qu'il n'y a pas de statut préférable à un autre. Il y a des fois des statuts qui vont s'imposer au créateur en fonction de son activité. Et dans les statuts pour lesquels il y a une certaine liberté de choix, cette liberté de choix, elle va être vraiment fonction de chacun, des moments dans la vie auxquels ça se présente, du type d'activité, de son volume. Il y a beaucoup de paramètres finalement qui vont rentrer en ligne de compte. Et il n'y a pas vraiment de recettes toutes faites que tu peux dupliquer aux uns et aux autres. C'est vraiment une question d'adaptation du statut à la personne et à ses besoins à l'instant T quand tu rentres dans un statut, mais qu'il faudra aussi réinterroger quand ta situation va évoluer ou l'activité va évoluer. Enfin, il faut réinterroger son statut aussi à différents moments j'allais dire dans sa carrière. Mais alors, il y a un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou pas. Quand on a parlé du SASU, c'est que quand on a ce statut-là, on est obligé d'avoir une rémunération, de se faire une fiche de paye, c'est ça ? Oui, ça c'est à partir du moment où se verse une rémunération. D'accord. Parce qu'en fait, ça c'est assez intéressant, je pense, effectivement, c'est un point très intéressant que tu soulèves, c'est que dans la SAS, comme je suis en régime assimilé salarié, si je me verse une rémunération, j'ai un bulletin de paye, mais si je choisis de ne pas me rémunérer, je n'ai pas de bulletin de paye et donc je ne paye pas de cotisation. En revanche, quand tu es en SARL, comme tu es au régime des travailleurs non salariés, tu as des forfaits minimaux qui vont s'appliquer en fait au démarrage de ton activité et que tu vas régulariser en fonction de la réalité finalement de ton activité finalement l'année d'après. Donc c'est vrai que en termes de cotisation, en tout cas de façon dont les cotisations sont prélevées, si tu ne souhaites pas te rémunérer et donc ne pas payer de cotisation sociale, c'est plus facile en SAS puisque pas de rémunération égale pas de cotisation, alors qu'en SARL, même si tu t'es pas rémunéré, tu as quand même des cotisations minimales qui vont être appelées par les URSSAF. D'accord. Mais qui dit cotisation minimale dit également une protection en face. Voilà. Une meilleure protection. Une meilleure protection. En tout cas, l'existence d'une protection, puisque si tu ne te payes pas et que tu ne cotises pas, tu n'as rien. Alors après, c'est pas tout à fait exact, parce qu'il peut y avoir d'autres dans les situations, voilà, il y a d'autres... Des choses externes auxquelles on peut faire appel pour se protéger. Voilà. Parallèle, oui. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est celui-là quand même. Et est-ce que alors un statut de micro-entreprise, auto-entreprise peut être pratiqué de manière temporaire? Et est-il possible de passer d'un statut de micro-entreprise, auto-entreprise vers un statut d'artiste-auteur et inversement? Alors oui, tous les statuts peuvent être, j'allais dire, exercés de façon temporaire. Tu n'es pas obligé de rester dans ton statut ad vitam aeternam. Tu peux changer de carrière, de voie, effectivement. Donc oui, on peut... Mais ça a un coût. Mais ça a un coût, ça implique aussi des formalités. On le rappelle, ça a un coût. Ça, tout a un coût. Non. Plus sérieusement, oui, on peut changer de statut, passer d'un statut à un autre. Alors, déjà, il y a peut-être pour remettre un peu cette question dans son contexte, quand tu as des activités qui relèvent de l'artiste-auteur au plan du régime social,
tu ne peux déjà pas être en auto-entreprise sur ces activités-là. C'est pas possible. Tu peux pas être en micro-social. Donc, ça veut dire que si tu as une activité qui relève de l'artiste-auteur, et on a des fiches sur Creatrix pour expliquer très précisément qui est dans artiste-auteur et qui n'y est pas, voilà, on mettra le lien. Si on est dans ces cases-là, déjà, on n'est pas en auto-entrepreneur. Donc, à partir du moment où mon activité, elle rentre dans cette case-là, déjà, je dois être effectivement en artiste-auteur. Ce qui ne veut pas dire qu'à côté, je ne peux pas avoir des activités qui, elles, ne sont pas dans artiste-auteur et sur lesquelles je suis en micro-entreprise, auto-entrepreneur ou autre. Donc ça, c'est possible. Le cumul des régimes du point de vue social est tout à fait possible, mais que pour les activités qui ne sont pas obligatoirement dans le régime artiste-auteur. Donc oui, on peut changer de régime, passer de l'un à l'autre, même si assez logiquement, ça ne devrait se produire que si j'imagine le cas où tu passes en artiste-auteur, ça veut dire que ton activité, elle rentre dans artiste-auteur. Donc finalement, tu n'as pas réellement le choix, ça s'impose quand même quelque part à toi. Alors ça peut être le cas pour certaines activités accessoires parce qu'il y a eu des modifications du régime artiste-auteur qui permettent finalement de faire rentrer dans ce régime-là certaines choses qui n'y étaient pas auparavant, donc qui peuvent expliquer que tu passes d'un régime auto-entreprise au régime artiste-auteur. Maintenant, arrêter un régime auto-entrepreneur pour passer en artiste-auteur, ça demande quand même pas mal de formalisme. Ça peut être assez compliqué à mettre en place. Donc, des fois, ce qui peut être plus efficace... C'est de garder les deux, non? C'est de garder les deux et de mettre un peu en sommeil ton activité en auto-entrepreneur pour te focaliser sur ton activité principale en artiste-auteur ou inversement, si tu étais en artiste-auteur que finalement cette activité créatrice-là n'est plus ton activité principale et qu'elle ne requiert plus autant d'investissement de ta part, mais que tu as développé une autre activité à côté, donc effectivement te concentrer plus sur cette nouvelle activité. En n'abandonnant pas forcément complètement ton activité artiste-auteur, parce que tu as peut-être encore des choses dans ton activité qui vont relever d'artiste-auteur. C'est un peu contraignant parce que forcément, si tu as deux régimes, tu dois suivre comptabilité, de déclaration. Voilà, tu as deux activités quand même en parallèle que tu vas exercer. Mais dans ces métiers de la création, c'est extrêmement fréquent d'avoir ces situations-là parce que tout ce que tu feras ne rentrera pas forcément exclusivement dans artiste-auteur. Donc oui, il peut y avoir des passerelles. Cesser complètement, faire une cessation d'activité, c'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de formalisme à faire. On mettra le lien sur le site pour un peu des pas à pas, des guides pour savoir quoi faire. Il y a plein de ressources qu'on peut trouver là-dessus. C'est peut-être pas la peine de rentrer dans le détail. Chaque semaine, je crois, il y a les membres mettent des tricks sur le site. Voilà. Donc là-dessus, il y a des éléments pour expliquer comment on le fait. Mais c'est possible. Mais souvent, ce qu'on va privilégier, c'est plutôt une mise en sommeil qu'une cessation pure et dure, sauf si effectivement, c'est une cessation pure et simple. On arrête son activité, on fait complètement autre chose, on prend sa retraite, c'est fini. Et là, effectivement, on va cesser définitivement d'exercer. Voilà. Et je crois qu'il y a une durée aussi quand on se met en sommeil, s'il n'y a plus d'activité. Pendant un certain temps, oui, on peut être sorti des régimes à partir du moment où il n'y a pas eu de déclaration pendant 2 ans. Oui, tout à fait. Donc ça laisse le temps de pouvoir jongler entre les deux et puis de pouvoir peut-être avoir des fois un peu encore un reliquat d'activité, par exemple en auto-entreprise qui perdure ou inversement en artiste-auteur, un petit reliquat d'activité qui subsiste un certain temps et de passer, de faire une transition finalement, j'allais dire en douceur. Comment gérer ses finances et ses impôts en fonction du statut choisi? Et quel statut choisir pour ne pas payer des charges sociales et des impôts sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé? 0 chiffre égale 0 cotisation et impôts. Alors, je pense qu'il y a deux questions finalement. La première, ça va être la gestion de ses finances. Tout va dépendre un petit peu du statut qui va être choisi à la base. Savoir si on est en entreprise individuelle ou si on est dans une société. Si on est dans une entreprise individuelle, donc comme on a déjà pu l'expliquer un petit peu avant, tout se situe au niveau de la personne physique. On va avoir une fiscalité globale à l'impôt sur le revenu
et un régime social global également, c'est-à-dire que les cotisations vont être appelées, pour faire simple, sur le résultat, soit dans un régime micro sur le chiffre d'affaires dégagé, soit dans un régime réel sur le résultat. Ça, c'est le côté, on va dire, entreprise individuelle. Si on est dans le cadre d'une société, on va être à un double niveau. On va avoir une première imposition au niveau de la société, là avec un impôt sur ce qu'on appelle l'IET, impôt sur les sociétés, et également une imposition au niveau du dirigeant avec l'imposition à l'impôt sur le revenu de sa rémunération et l'appel de ses cotisations sociales. Donc, avec des calendriers qui vont être différents en fonction de chaque statut. Après, si on regarde le côté, je veux payer le moins d'impôts possible, le moins de cotisations, mais surtout bénéficier d'une souplesse administrative et du moins de contraintes possible, là, on va orienter clairement vers le statut de la micro-entreprise. La micro-entreprise, comment ça se passe? On dégage un chiffre d'affaires, on encaisse, on redéclare auprès de leur staff. Des cotisations sociales vont être appelées, donc calculées sur le chiffre d'affaires. Élevé ou pas élevé? Peu élevé. Peu élevé, ça va. Dans l'ensemble, en tout cas dans un début d'activité, le régime micro est très favorable. D'accord. À la fois en termes de fiscalité et de cotisation sociale. Après, lorsque l'activité évolue, là, il conviendrait de se poser et de regarder non pas uniquement le chiffre d'affaires, mais également les charges qui sont adossées à cette activité. Pour regarder le résultat, voir si c'est un bénéfice qui est dégagé, voire un déficit. Parce que être imposé sur un chiffre d'affaires quand on a un déficit en fin d'exercice, c'est loin. C'est vrai parce que effectivement être sur du forfait en fonction d'un chiffre d'affaires sur une activité qui est déficitaire, sur laquelle on n'aurait pas payé d'impôt, c'est pas une bonne option. Et par contre, ce qu'il faut effectivement redire, et c'est important, c'est que ce régime de la micro-entreprise, donc surtout sur son volet social, c'est-à-dire le micro-social, ne peut pas s'appliquer à l'artiste-auteur. Ça ne veut pas dire que sur le plan fiscal, j'ai pas le droit, puisque je peux avoir le micro-BNC au plan fiscal en étant artiste-auteur. Par contre, je ne peux pas avoir le micro-social. C'est l'aspect cotisation. Je vais bien être sur mes cotisations d'artiste-auteur, mais qui sont des cotisations dans un régime spécifique et qui sont donc, du coup, j'allais dire, plus favorables que des cotisations classiques pour d'autres secteurs d'activité. Et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. C'est que sur l'aspect social, cotisation sociale, je ne peux pas avoir la micro-entreprise lorsque j'ai, pour mon activité qui relève de l'artiste-auteur. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, mais c'est que sur le plan social. Donc, fiscalement, je peux quand même être en micro-BNC. Donc, c'est vrai que des fois, c'est des concepts un petit peu compliqués parce que je vais avoir un statut juridique d'entreprise individuelle. En social, je vais être en artiste-auteur. En fiscal, je vais être en micro-BNC et je ne peux pas être en micro-social sur le... Enfin, voilà. Donc, je vais être en fait dans des situations où ça va un peu... C'est loin d'être simple. En fait. Tu vas être artiste, auteur, créateur, prépare-toi à avoir mal à la tête avant de commencer. Et l'autre question qu'il y avait, c'était existe-t-il des spécificités concernant la protection sociale selon les différents statuts? Donc ça, c'est quelque chose qui revient. C'est une question qui, de prime abord, concerne le statut artiste-auteur, puisqu'il y a un statut social spécifique pour les artistes-auteurs. Donc il y a certaines activités qui relèvent obligatoirement de ce statut-là, donc il n'y a pas de choix. Donc on est forcément dans ce statut-là. Il y a des activités, on y reviendra, accessoires qui peuvent rentrer dans une certaine limite dans ce statut-là également. Donc, qui dit statut spécifique dit obligation spécifique. Donc déjà, il y a un organisme qui est dédié à ce statut, c'est l'URSSAF du Limousin, qui est en charge des artistes-auteurs. Il y a des spécificités en matière d'appel de cotisation, de paiement. Tout ça est vraiment spécifique aux artistes-auteurs. Donc, sur le site de Creatrix, on a toutes les explications qui sont faites sur comment je paye mes cotisations quand je suis en régime artiste-auteur. Et donc, il y a toutes les informations relatives à ce régime-là. Voilà, on mettra le lien sur cet aspect-là. Et donc, ça, c'est le premier régime, celui vraiment dont relèvent la plupart des activités créatrices telles que listées, notamment sur Creatrix. À côté de ça, on peut relever d'autres régimes qui, eux, forcément, ne suivent pas du tout les mêmes règles, puisqu'on a vu artiste-auteur, c'est l'URSSAF du Limousin, c'est des appels de cotisation spécifiques. Eh bien, les autres régimes, eux aussi, vont répondre à d'autres règles.
Donc, ce ne sera pas l'URSSAF du Limousin, ce sera l'URSSAF classique. Je vais peut-être être en auto-entrepreneur, donc au micro-social. Et donc là, j'aurai des obligations qui sont différentes. Je pourrais d'ailleurs prendre des options si elles sont intéressantes pour moi, notamment le versement libératoire, qui me permet de payer mon impôt sur le revenu et mes cotisations sous forme de versement libératoire si je remplis les conditions. Donc là-dessus aussi, sur la plateforme, on a développé toutes les conditions pour être dans ce régime-là. Donc oui, il y a aussi des spécificités lorsqu'on est auto-entrepreneur. Et ensuite, comme on l'a indiqué, en fonction du statut qu'on a choisi, si je suis en SARL ou EURL et je suis travailleur non salarié, eh ben, mes obligations en termes de cotisation et mon régime en termes de cotisation, il n'a rien à voir avec le régime qu'a quelqu'un qui a pris un statut de président de SAS ou de SASU, parce que lui, il est assimilé salarié et que moi, je suis en travailleur non salarié. Donc oui, il y a des spécificités pour chacun des régimes, et c'est vrai que vraiment le marqueur différenciant des régimes, ça va être principalement, avant l'aspect fiscal, l'aspect sécurité sociale. C'est vraiment l'aspect qui va être le plus différent d'un statut par rapport à un autre. Quel statut pour les activités accessoires? Alors, pour les activités accessoires, tout dépend. Tout dépend du seuil, si tu le dépasses ou pas. Donc là, il a été revalorisé en 2024, donc ça doit être 13 980, je crois, euros. Donc en dessous de ce statut, de ce seuil-là, c'est ton activité accessoire à l'artiste-auteur, elles peuvent rentrer dans artiste-auteur. Si tu dépasses ce seuil, elles sont au régime classique, donc ce qu'on appelle des TNS, des travailleurs non salariés, mais ça ne t'empêche pas, par exemple, pour ces activités accessoires, de dire celle-là, je l'ai fait en auto-entreprise, et donc je les déclare en auto-entreprise, donc en micro-social. Voilà, sur la gestion de ces activités. Après, les activités accessoires sont quand même réglementées, enfin, elles entrent dans une liste précise. On distingue en fait finalement les activités annexes et les activités accessoires, parce que accessoire, c'est dans le prolongement de l'activité artistique. Donc voilà, c'est une petite nuance importante, mais on ne peut pas faire rentrer n'importe quelle activité dans ces revenus accessoires. Oui, ça va être forcément quelque chose qui est en lien, par exemple, si tu fais, je ne sais pas moi, des tote bags avec les œuvres que tu as dessinées, ça peut rentrer dans l'accessoire. Par contre, si tu loues une chambre de ta maison en Airbnb, ça ne rentre pas, ça n'est pas une activité accessoire à ton activité artistique. Si tu dessines ton logo sur ton les murs, non? en décoration. Non, alors je ne pense pas que ça changera fondamentalement la nature de la perception de ton revenu, non. C'est bien tenté. Tu peux, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi un petit peu insister sur le fait que le régime finalement des artistes-auteurs, il est assez restrictif. Mais à côté de ça, c'est parce que c'est un régime qu'on peut considérer comme plus favorable pour la personne qui peut en bénéficier. On a en face finalement des taux de cotisation qui sont plus favorables que dans les autres régimes et avec une protection sociale qui est à cheval entre l'assimilé salarié finalement et le non salarié. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est quand même un petit peu plus restrictif et contraignant et n'entre pas qui veut dans le statut d'artiste-auteur. Oui, ça c'est vraiment un principe de base dans la législation française, c'est qu'à partir du moment où tu as un statut spécifique qui est plus protecteur, on va dire, que le régime général, il y a forcément des conditions plus strictes et qui doivent être vraiment respectées, puisque en fait on est dans un principe d'exception à la règle, et donc qui dit une exception à la règle, dit vraiment une interprétation très stricte des règles pour rentrer dans cette exception. Parce que sinon, tu fais rentrer tout le monde dans l'exception et finalement, ça n'est plus une exception. Et sachant que dans les exceptions, finalement, ça permet de bénéficier de mesures sociales qui sont plus favorables et fiscales également, avec des seuils qui peuvent être surélevés pour ces profils-là. Et quelles sont les obligations légales à respecter en tant que créateur indépendant? Aucune. Non, c'est une blague. C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Doit-on s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers? Alors, oui, il y a des obligations forcément qui dit statut juridique, ni qu'à un moment donné, il faut le déclarer. Et donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure du fameux guichet unique, qui est une nouveauté qu'on a depuis presque 2 ans maintenant. Donc ça, c'est sur le site de l'INPI. Pareil, sur Creatrix, on vous met le lien.
c'est un moment des fois douloureux à passer que de remplir le guichet unique. Je pense que voilà, même les professionnels du droit ont des fois des moments de grande solitude face au guichet unique. Et c'est vraiment là, ce qui est important, et on vous renvoie à tout ce qu'on a pu d'ailleurs écrire sur ce sujet-là sur Creatrix. Vraiment, c'est le moment où, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper sur la case. C'est-à-dire que si on veut faire son activité en artiste-auteur, il faut cocher artiste-auteur pour que le dossier parte bien à l'URSSAF du Limousin, qui va vérifier si, d'après ce que vous avez raconté sur le guichet unique, vous êtes bien en artiste-auteur ou pas. Et pareil, si on veut se créer en auto-entrepreneur, il faut bien cocher auto-entrepreneur, sinon on ne sera pas en auto-entrepreneur. Donc il y a quand même plusieurs en fait, choses à cocher, des options fiscales aussi à prendre. Est-ce qu'on est à la TVA ou pas? Est-ce qu'on est à la fin? Voilà. C'est réel, pas réel. Enfin, voilà. Est-ce qu'on va être en micro, en réel? Il y a tout un tas d'options qu'on doit prendre au moment où on va faire cette immatriculation. Et donc, j'allais dire, est-ce qu'on est au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers? Ça, c'est pas c'est pas une vraie question parce qu'en fait, là, quand on va remplir le guichet unique, ça va partir au bon interlocuteur. Donc, peu importe, en fait, on va sur le guichet unique, c'est dispatché. Mais par contre, avant d'aller sur le guichet unique, il faut avoir vraiment fait tout le cheminement du choix de son statut juridique, social, fiscal, pour quand on remplit et qu'on coche, on coche ce qu'il fallait cocher et pas autre chose. C'est ça qui est important, c'est vraiment, il faut qu'on soit au clair sur toutes les options qu'on veut prendre, sur son choix de statut, avant d'aller sur le guichet unique. Bon, à savoir que finalement, l'aboutissement, quand on réussit à passer l'étape du guichet unique, ça permet d'obtenir son numéro d'immatriculation, donc le SIRET, et qui permettra ensuite de pouvoir facturer. Ça, c'est une très bonne initiative. Et puis ensuite, de pouvoir exercer son activité et te payer ses impôts. Ça, c'est un peu plus douloureux que le fait d'émettre la facture et d'encaisser le prix. Et puis après, même sur les factures, il y a des choses à respecter aussi, à mettre. Des mentions qui sont obligatoires. Tout à fait, il y a des mentions obligatoires. Là-dessus, pareil, oui, on a fait quelque chose aussi là-dessus. On a fait des choses. Et y a-t-il un dispositif d'aide ou de financement spécifique pour les créateurs selon leur statut? Alors, des dispositifs, il y en a plusieurs. Il y a le site de la Maison des artistes qui répertorie un certain nombre de dispositifs, parce que c'est pareil, en fait, pour tel dispositif, il faut remplir tout un tas de conditions. Donc, selon chacun, finalement, allez consulter le site de la Maison des artistes, parce qu'il est plutôt bien fait et qu'il répertorie quand même pas mal de ces dispositifs. Après, de façon plus générale, lorsqu'on est indemnisé par France Travail et que l'on veut créer une activité, donc artistique ou moins artistique, on va dire ça comme ça, là, il y a des dispositifs finalement d'aide à la création qui sont mis en place depuis quelque temps déjà, mais qui sont plutôt efficaces et donc, à savoir, il y a une exonération des cotisations sociales sur la première année d'activité. Et également, en fait, le fait de pouvoir bénéficier d'allocations de la part de France Travail tout en lançant son activité. Donc, ce sont deux systèmes différents. Donc, on a l'ARE d'un côté, ça c'est pour pouvoir bénéficier de ces indemnités, et l'ACRE pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, avec des modalités un petit peu différentes en fonction de si on adopte le statut de micro-entrepreneur ou qu'on exerce en tant que soit président de SAS ou gérant dans une SARL, à savoir quand on est dans une société où il y aura une condition de non-rémunération pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Et lorsqu'on opte plutôt pour le côté entreprise individuelle, là, selon la rémunération dont on va tirer, enfin la facturation qu'on va encaisser, ça va peut-être venir moduler le montant de l'indemnité reçue de France Travail. Donc là, pareil, toujours, comme c'est des dispositifs qui sont évolutifs aussi au gré des réformes diverses et variées, notamment de l'assurance chômage, c'est toujours bien de se tenir un petit peu informé de l'évolution. Et pour ceux qui sont effectivement indemnisés au titre du chômage et qui envisagent de se lancer dans une activité créatrice ou autre, effectivement, il y a aussi tout simplement son conseiller France Travail qui peut également un peu aiguiller sur ces différents dispositifs. Mais c'est important de savoir si on peut en bénéficier parce que ça fait partie des choses qu'on déclare aussi
quand on se constitue sur le guichet unique. Est-ce qu'il y a vraiment des pièges à éviter lorsqu'on choisit son statut, en fait, pour sa carrière? Je dirais, le premier piège à éviter, c'est de faire comme le voisin, les amis, les conseils. C'est de se dire, ah ben un tel, il a fait ça, donc je vais faire pareil. Donc ça, c'est déjà le premier piège dans lequel il ne faut pas rentrer. Il faut vraiment regarder sa situation, son projet, et trouver le statut qui est adapté à sa situation. L'autre piège, c'est de ne pas questionner de façon régulière son statut. Parce qu'on a pu choisir à un moment donné un statut, et puis il y a une évolution de l'activité qui fait que ce statut n'est peut-être plus adapté à cette évolution. Et donc, c'est le moment de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut que je change de statut. C'est aussi ne pas surveiller assez bien les différents seuils. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à un certain seuil, je peux être en micro BNC, je peux ne pas être à la TVA et je loupe mon dépassement de seuil. Donc là, ça commence à générer potentiellement des problématiques fiscales de devoir régulariser une situation. Donc ça aussi, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a aussi le côté gestion de ses finances. Parce qu'en fonction des statuts, notamment sociaux ou fiscaux, on peut être amené à encaisser, à ne pas devoir payer beaucoup de cotisations, puis de se faire rattraper sous forme de régularisation 1 an plus tard. Sauf que si la trésorerie, on l'a déjà complètement mangée, on va arriver devant une situation un petit peu délicate. Donc ça, c'est vraiment les pièges au début de finalement de ne pas s'être suffisamment préparé. Et souvent, ça revient à un conseil de base, c'est que avant de se lancer, il faut prendre conseil. Alors que ce soit un expert comptable, un avocat, la CCI, enfin voilà, il y a plein d'interlocuteurs qu'on peut rencontrer dans le cadre de son projet d'installation dans une activité. Et il ne faut pas hésiter finalement à aller chercher du conseil en amont parce que c'est pas forcément. Enfin, finalement, un bon conseil au départ, ça peut coûter bien moins cher que de s'être loupé au final. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important à avoir en tête. C'est surtout de se faire conseiller pour avoir une solution qui soit adaptée à sa situation. Ça, c'est vraiment le piège, en fait, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de partir en faisant les choses sans aucune préparation. Se méfier de la simplicité. Oui. Parce que finalement, la simplicité, à un moment, il peut y avoir un rattrapage, comme tu disais tout à l'heure. C'est trop simple, finalement, il faut quand même veiller à la fois fiscalement sur les dépassements de seuil ou sur les rattrapages en N+1, c'est-à-dire des choses. Donc, les consultations, pas forcément récurrentes, mais avant le début d'activité, peut-être au bout d'1 an ou 2, en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires, et puis après, se questionner sur l'évolution du statut, est-ce qu'il est toujours adapté. Mais solliciter un accompagnement ponctuel ou récurrent, c'est peut-être le meilleur partenaire. Oui, c'est primordial. De toute façon, je pense que là, Et puis consulter le site de Creatrix. Et montrer aussi, parce que il faut rappeler aussi que ça évolue régulièrement, donc il y aura des mises à jour qui seront faites, mais bon, sur des vidéos, on ne peut pas forcément faire les mises à jour. Par contre, les PDF, eux, seront mis à jour régulièrement, on essaye. Tout le monde travaille un peu. Oui, on travaille. Et après, je ne sais pas s'il y a encore, vous voulez dire quelque chose, il y a quelque chose à ajouter ou... Merci. Ouais, merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci Alice, merci Anastasia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous. N'oubliez pas d'aller sur le site creatrix.fr. Là, vous trouverez toutes les tricks qui sont faites tous les mois. Bienvenue sur la plateforme pour faire avancer les créateurs. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.